Sous l'orage, Seydou Badian. Le père Benfa, cérémonieux, appela Sibiri et lui dit « Après le repas de midi, tu feras part de la nouvelle du mariage à ta sœur et à tes cadets. » Sibiri s'était composé, avant même la fin du repas, un visage sérieux et grave. Il avait pris l'air du responsable, il se retira dans sa case, a pris quelques bouchées et manda les jeunes. Karamoko se présenta le premier. « Va chercher Birama et Nyanson. » Karamoko sortit en courant et faillit écraser le petit singe qui s'était faufilé entre ses jambes. Il revint quelques instants après, tandis que, nonchalant, comme s'il venait à contre-cœur, marchait Birama. « Birama est là, fit Karamoko, mais Nyanson est absent. »« Entrez, répondit Sibiri, assis sur son tara, un voile de souci sur le front. « La main de Kani vient d'être accordée à Famagan. Père me charge de vous transmettre la nouvelle et de vous remettre ces quelques noix de cola. » Karamoko prit sa part et s'enfuit en courant, mais Birima resta debout et immobile, les mains dans les poches de son pantalon européen. « Comment, tu n'aimes plus la cola » demanda Sibiri. « Si, alors qu'attends-tu pour prendre ta part ?» Birama resta silencieux, toujours immobile, les yeux tournés vers la cour, comme s'il cherchait on ne sait quoi, parmi les feuilles du manguier. « Qu'y a-t-il donc » demanda Sibiri, que l'attitude de Birama exaspérait. « Je ne peux pas accepter ces colas, fit dédaigneusement Birama. « Pourquoi juges-tu qu'il y en a peu pour toi ? Si c'est cela, je t'en donnerai davantage. »« Non, ce n'est pas cela. »« Alors ne reste pas ainsi, parle, je t'écoute, il s'agit de ta sœur. Ne le sais-tu pas ? C'est justement parce qu'il s'agit de ma sœur. Alors, dis-moi ce que tu penses, dis-moi ce que tu as. Tu veux que je parle ? Oui. Tu le veux ? Oui, j'y tiens. Je n'accepte pas ces colas parce que je n'aime pas ce mariage. J'y suis absolument opposée. Que dis-tu ? Fit Sibiri en riant. Et pourquoi serais-tu opposé à ce mariage ? Est-ce que parce que tu ne voudrais pas te séparer sitôt de Kani ? Ce ne serait pas raisonnable de ta part. Tu sais bien qu'une jeune fille est appelée tôt ou tard à quitter ses parents. Et puis, le mariage n'est pas encore fait. Kani restera encore quelques mois avec nous. Et même quand elle sera chez son mari, rien ne t'empêchera d'aller la voir. Il n'y a ni ville ni village entre nous. Il ne s'agit nullement de tout cela. Je sais très bien que Kani, un jour ou l'autre, devra nous quitter. Karamoko le comprend, à plus forte raison. Alors moi, je ne te comprends plus. Cependant, j'aimerais bien savoir ce qui se passe en toi. Nous sommes entre nous et cette affaire est nôtre. Tu as le droit de dire ton mot à propos du mariage de Kani. N'oublie pas que nous sommes appelés à vous laisser ici-bas. Le jour où Kani aura les larmes aux yeux, c'est vers toi qu'elle ira. C'est toi qui auras à la consoler, à la défendre. Tu as tort de ne rien dire. Si tu sais quelque chose sur Famagan, c'est le moment de nous l'apprendre. Il est encore temps de revenir en arrière. Sibiri tendait un habile piège à Birama. Ces dernières paroles avaient un ton de douceur et d'amitié. Birama ne s'y trompait d'ailleurs pas, mais voyant que Sibiri semblait disposé à l'entendre, il rassembla son courage et dit « Ce mariage fera le malheur de Kani, c'est pour cela que je suis contre. Notre sœur n'aime pas Famagan, elle ne sera jamais heureuse avec lui. Et puis, il a déjà 2 femmes. Kani aime un autre garçon. Pourquoi vous opposeriez-vous à leur union ? Ce garçon réussira un jour, croyez-moi. » Sibiri partit d'un éclat de rire. « Je te savais insolent, Birama. Je viens de découvrir que tu es fou. Il faut que tu sois fou pour me dire ce que je viens d'entendre. Que vient faire le point de vue de Kani dans cette affaire ? C'est nous qui décidons, comme il est d'usage. C'est à Kani de suivre. Depuis que le monde est monde, les mariages ont été faits comme nous le faisons. Tu es trop petit pour nous montrer le chemin. » Les yeux de Birama brillaient de colère, son visage devint dur. « Ah, c'est ainsi, hurla-t-il. Eh bien, depuis que le monde est monde, les mariages ont été mal faits. Ce n'est d'ailleurs pas un mariage, reprit-il, mais une vente aux enchères. Vous agissez comme si Kani était non une personne, mais un vulgaire mouton. Ce qui vous intéresse, c'est combien vous en tirez. Vous la livrez au plus offrant et vous ne vous souciez plus de savoir ce qu'elle devient.
qu'elle soit l'esclave de Famagan, reléguée au fond d'une case au milieu d'autres esclaves, vous vous en moquez. Pour vous, ce qui compte, c'est ce que vous recevrez. Je crois que tu as perdu la tête. D'ailleurs, tout ce que tu viens de dire cadre bien avec votre conduite. À vous qui reniez votre milieu, à vous qui avez honte de votre origine, à vous qui ne rêvez que d'imiter vos maîtres, les Blancs. Oui, nous avons le droit d'imposer qui nous voulons à Cagny parce que Cagny a quelque chose de nous. Elle porte notre nom, le nom de notre famille. Qu'elle se conduise mal et la honte rejaillit sur notre famille. Il ne s'agit donc pas d'une personne, mais de tout le monde. Tu me parles de ton camarade, voyons, qui est-ce qui l'a choisi? Cagny, me diras-tu? Mais dis-moi, crois-tu que Cagny à elle seule puisse mieux juger que nous tous réunis? Le mariage n'est pas une plaisanterie. Il ne peut être réglé par ceux qui ne rêvent que de cinéma, de cigarettes et de bals. Nous connaissons Famagan, nous nous sommes renseignés sur lui. Il a sa place parmi nous, c'est pour cela que Cagny l'épousera. Tu me parles de l'argent qu'il nous a donné. Tu sais bien que bien avant Famagan, nous vivions et nous ne mendions pas. Et puis, il faut que tu sois Birama pour croire qu'un homme puisse être assez riche pour se payer une âme. L'argent symbolise l'effort que fournit Famagan pour accéder à notre famille. Sibiri était méconnaissable. Ce n'était plus l'autoritaire prodige en gifle, mais un homme qui discute et qui cherche à convaincre. Il ne s'agit ni d'un nom, ni d'une famille, mais de Cagny. C'est elle qui se marie. C'est à elle de choisir. Vous croyez que les choses doivent demeurer en l'état où elles étaient il y a des siècles? Tout change et nous devons vivre avec notre temps. Tu comprends bien que Cagny, ayant été à l'école, ne peut être la troisième femme de Famagan. Si vous la lui donnez, le divorce s'ensuivra immédiatement. Voilà ce que j'entendais. L'école, mais dis-moi, il n'y a pas de divorce chez les Blancs. Que les Blancs gardent ses coutumes. Nous ne suivons pas nos pères. S'il y en a qui ne rêvent pas d'être blancs, l'avenir se chargera de leur faire comprendre que le séjour dans l'eau ne transforme pas le trône d'arbre en crocodile. Je sais ce qu'on vous met dans la tête à l'école, mais vous nous revenez gâtés, insolents et irrespectueux. Dans la rue, vous feignez de ne pas voir les grandes personnes afin de ne pas avoir à les saluer. Vous vous croyez supérieurs à tous les autres. Les Blancs sont nos sauveurs, mais de quoi nous ont-ils sauvés? Un jour viendra où nous vous ferons changer de langage, à moins que vous ne cherchiez refuge au pays des Blancs, de vos maîtres esclaves que vous êtes. Dans sa case, Syrah avait installé une grande table surchargée de verres, de bouteilles de sirop, de cigarettes, un phono et une pile de disques Birama, les musiciens aux doigts de virtuose et Sidi, le révolutionnaire. À 4h30, Syrah mit la phono sur un tabouret. Il était environ 4h de l'après-midi. Tous les invités n'étaient pas encore là. Birama s'amusait à la guitare. Cagny, Syrah, Aminata et 2 jeunes filles chantaient. Samou battait la mesure sur une calebasse renversée. Dans ce cercle, 3 garçons faisaient beaucoup parler d'eux. Samou, le philosophe, en marche. « Si on dansait un peu, dit-elle. »« D'accord, répondit Sidi. Il faut bien que les retardataires perdent quelque chose. » Mais à peine avait-il fait 2 ou 3 danses que les petites sœurs de Syrah vinrent en courant annoncer qu'un des locataires battait sa femme. Tout le monde se précipita dans la cour. Le locataire avait pris soin de fermer sa porte à clé. Les invités de Syrah se regardèrent. Soudain, Sidi, les poings fermés, marcha résolument vers la petite case. Il cogna 1, 2, 3 fois et attendit. Le fouet sifflait toujours et la femme hurlait invariablement. Sidi cogna encore plus fort, rien. Il se tourna vers ses camarades et haussa les épaules. Puis, serrant les mâchoires, il recula pour prendre son élan, afin de mettre en branle toutes les puissances de ses muscles. Mais la clé venait de tourner dans la serrure, la porte s'ouvrit, une petite femme chétive, la camisole en lambeaux, les tresses défaites, s'élança dans la cour. Elle s'assit sur la margelle du puits et se mit à pleurer. Sidi, triomphant, rejoignit ses camarades. Tous se tenaient immobiles, les yeux tournés vers le puits. « Non, mais vous vous rendez compte? Est-ce un mariage ou un esclavage ?» lança le tribun. « Quelles sont ces façons ?»«
Je vous l'ai 1000 fois dit, il faut absolument flanquer toutes ces mœurs par-dessus bord. Oui, cette situation que nous faisons à la femme nous mettra éternellement en état d'infériorité à l'égard des autres peuples. Oui, flanquons toutes ces coutumes en l'air. Libérons la femme si nous tenons à vivre. Ces coutumes font notre faiblesse. Si nous voulons vivre, il nous faut devenir un peuple fort. C'est la femme qui fait démarrer la société, c'est elle qui la fait progresser. Elle est le principal agent de l'émancipation. Débarrassons-nous de toutes ces vieillesseries. Soyons un peuple fort. La force résout tout, la force peut tout. Regardez les Blancs. Ils parlent bien d'humanité, mais ils tranchent tous leurs litiges à coups de canin. Et chacun de son côté défend l'humanité. Sidi s'arrêta, regarda tout autour les visages qui l'entouraient, mais aucun de ses camarades ne broncha. Sidi n'aimait pas beaucoup le silence. Aussi trouva-t-il cette attitude bizarre et même un peu vexante. « Voyons, reprit-il, vous ne dites rien aujourd'hui, aucun de vous ne porte la contradiction. Samou, tu ne défends plus tes coutumes ?» Sidi ne comprenait pas. Il savait pourtant que tous n'avaient pas les mêmes opinions que lui sur ces problèmes. Il le regarda encore un à un. Samou esquissa un sourire. Aliou fit une grimace. Sidi sentit qu'il se heurtait là à quelque chose de bien concerté. « Espèce de thermidorien que vous êtes, lança-t-il en ricanant, et ce fut le rire général. Si Samou, meilleur ami et adversaire numéro 1 de Sidi, n'avait rien dit ce jour-là, c'est qu'au moment même où le révolutionnaire se battait contre la porte, les jeunes filles, Kani en tête, avaient parlé aux garçons. À son retour, Sidi fera un discours, avait dit Kani. De grâce, laissez-le parler, que personne ne réponde. Les filles veulent danser. Sur le chemin du retour, Kani et Samou parlaient de Sidi et des propos de Sidi. « Je suis contente, dit Kani, que tu n'aies pas discuté avec Sidi, vous auriez gâché la soirée. En tout cas, il a été bien attrapé, répondit Samou. Sidi aime tout sauf le silence. Un cycliste faillit renverser Samou. Ah, ces gens, fulmina l'ami de Kani. Quand ils ont un vélo, ils se croient les maîtres du monde. Il faut qu'ils fassent sentir qu'ils ont quelque chose de plus que les autres. Kani lui prit la main. Laissons-leur la route et marchons de côté. Ils firent ainsi un bout de chemin sans mot dire et Kani reprit. Ce que Sidi disait ne manque pas de vérité, il suffit d'ouvrir les yeux. Je ne dis pas non, je trouve que Sidi a pleinement raison lorsqu'il s'élève contre certaines de nos pratiques, en particulier la situation faite à la femme. Mais vois-tu, les évolués non plus ne sont pas sans reproche. La jeune génération est marquée par le goût du luxe, l'égoïsme et la vanité. Regarde, quand ils se réunissent, c'est pour faire la foire. Les chefs de famille laissent leurs femmes chez eux et courent les rues. Dans les bureaux, c'est une lutte à la mort pour conquérir des grades ou gagner la faveur des maîtres. Les vieux barrent le chemin aux jeunes, les jeunes se mangent entre eux, on ne s'occupe guère des enfants, on les laisse dans la poussière des rues. Avec ça, que veux-tu faire ? Qu'est-ce que ces gens peuvent reprocher aux anciens ? Un de nos professeurs disait que nous avons transplanté la jungle dans les villes. Le crépuscule s'étendait peu à peu. Le soleil n'était plus qu'une immense boule de feu qui cherchait à mourir là-bas dans la profondeur du fleuve. Les rues du quartier indigène s'animaient. C'était l'heure où s'organisent les marchés du soir. Les jeunes filles passaient, nonchalantes, des paniers d'oranges ou de bananes sur la tête. Dans le brouhaha de la foule, on distinguait de temps en temps les cris des marchandes. Des oranges, des belles bananes. Certaines vendeuses étaient déjà installées devant de grandes cuvettes que survolaient les abeilles. C'étaient des marchandes de jus de citron ou de crème de miel. D'un peu partout affluaient les marchands. Quelques cyclistes se faufilaient parmi la foule et faisaient crier leurs avertissements. Des petits groupes se formaient par-ci, par-là et l'on discutait et l'on riait aux éclats et on se tapait dans les mains. Quelques hommes debout derrière de grandes tables étalaient leurs pacotilles, canifs, serrures, cuvettes, etc. Les marchandes de poissons déballent leurs corbeilles et ont déversé le contenu sur la natte. « Manque d'hygiène !» s'écria Samou. « A-t-on idée de vendre des aliments sur ces vieilles nattes ?»
Kani jeta un coup d'œil autour d'elle et haussa les épaules. Samou la prit par la main et essaya de se frayer un chemin parmi une foule d'hommes qui occupaient toute la rue. « Il est fou, Ousmane !» cria une voix. « Il est fou de vouloir me tenir tête à moi. Je dépenserai 100, 200, 300 000 francs s'il le faut. J'épouserai cette femme. » « Tu entends ?» dit Samou à son ami. « Il dépensera 300 000 francs en cadeau. Il comblera les aèdes et musiciens. Il fera 20 jours de tam-tam pour épouser cette femme. Puis, quand elle sera chez lui, il lui fera brouter de l'herbe. Quelle mœurs !» Ils s'éloignèrent sans prêter attention aux cris des vendeuses, aux gestes et aux paroles des marchands qui les Kani et lui montraient des flacons d'eau, de colonnes, de brillantines, des boîtes de poudre et ces 1000 petites choses avec lesquelles les femmes européennes savent si bien s'arranger. Ils arrivèrent au quartier européen, presque désert à cette heure-ci. Sur les calcéhydrats géants qui bordent les rues, les oiseaux, cigognes, tourterelles et éperviers voleurs de poussins se posaient bruyamment. Les chauves-souris virevoltaient. Elles semblaient curieuses bêtes s'éveillaient à ce moment-là où tout s'apprête au repos et au sommeil. Quelques rares cyclistes passaient. Samou et Kani devinrent silencieux comme s'ils craignaient de troubler les esprits de la rue. Brusquement, Kani lâcha la main de Samou et s'arrêta attentive. « Qu'y a-t-il » demanda vivement Samou. Kani devint soucieuse et triste. Samou lui reprit la main. « Mais que t'arrive-t-il ? Pourquoi t'arrêtes-tu ?»« J'ai peur, dit Kani à mi-voix. Samou se mit à rire. « En voilà des façons. Et de quoi as-tu peur ? Ne ris pas, c'est très sérieux. Je viens d'entendre par 2 fois les cris du mauvais oiseau. » Ils se regardèrent un moment. Samou devint soucieux à son tour. Puis, d'un air détaché, il s'écria « N'y attache pas d'importance. Moi, je ne crois pas à ces choses-là. C'est de la superstition pure et simple. » Il se mit à chanter, mais sa voix n'était pas celle des autres jours. Samou s'efforçait de jouer auprès de Kani son rôle d'homme. Kani le regarda, essuya de sourire. Elle avait compris, comme par un effet de magie, les lampes du quartier s'allumèrent et toutes les rues devinrent lumière. « Quel contraste !» s'écria Samou, heureux de trouver un sujet de conversation. « Quel contraste entre ce quartier et le nôtre ! On ne se croirait pas dans la même ville. Ici, au moins, les yeux servent à quelque chose. Regarde-moi ces rues, elles sont larges, goudronnées, alors que les nôtres. Ici, une demi-heure après la pluie, les rues sont nettoyées et plus propres que jamais. Après la pluie, les rues des quartiers indigènes deviennent des mares de bourbies. Et dire que c'est le même administrateur qui est responsable de tout cela, tu te rends compte ? Je viens de compter 3 lampes en moins de 100 mètres et dans tout notre quartier, il n'y en a pas une seule. Non, mais il y a de l'abus. » Kani ne répondit pas. Elle était préoccupée par les cris du daddy et les significations du cri du daddy. Elle se demandait quel pouvait être ce malheur que l'oiseau venait de lui annoncer. Tout le monde se portait bien à la maison. Ses oncles et leurs enfants étaient en bonne santé. Un automobiliste braqua ses phares sur les 2 amis. Kani se jeta sur Samou et l'attira vivement vers elle. « Arrêtons-nous, dit-elle, laissons la route. » Ils s'arrêtèrent. « Tu vois cette maisonnette, Kani ? Tu la vois juste devant nous ? C'est ce genre qu'il nous faudra. » Kani leva la tête, son visage devint radieux. « En tout cas, c'est moi qui choisirai les meubles, fit-elle avec un sourire enfantin. « Comme tu voudras, répondit Samou, content d'avoir libéré sa camarade du daddy et de son cri lugubre. Et ils parlèrent de leur futur ménage.